Bonjour à tous. Je l'avais dit, je reviendrai très vite. Ceci n'est pas un podcast. Je suis Christelle Nioul, Christelle LK, designer tricot. Et ici, je ne vais pas faire un podcast, mais je vais vous parler de laine. Donc j'avais dit que je changerais un peu le format des vidéos que je propose. Je fais déjà des vidéos tutoriels qui servent pour mes patrons, qui sont des liens, qui sont en général des vidéos très très précises. Et je fais des podcasts. Et ici, j'ai décidé de changer le format pour vous parler un peu plus de ce que je sais, pour partager un peu plus d'informations. Alors aujourd'hui, on va parler laine. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je me rends compte qu'il y a énormément de confusion dans ce qu'est la laine qu'on trouve dans les magasins de laine, qu'on trouve dans les supermarchés, et ce que c'est réellement la laine. Alors, ceci n'est pas pour critiquer les personnes qui achètent de l'acrylique ou du coton, ce genre de choses, c'est absolument pas le but. C'est un peu plus informatif pour vous montrer comment lire une étiquette, comment reconnaître une qualité de laine dont vous pourrez vous servir et savoir quels sont les avantages et les inconvénients de ces laines. Alors, quelles sont les différences entre ceci et ceci et ceci? Voilà, ce sont les trois bases différentes à connaître dans la laine. Il faut savoir qu'en anglais, laine, fil à tricoter se dit yarn, et laine issue de l'animal se dit wool. En français, on dit laine pour l'un ou l'autre. Donc je vais plutôt parler de fil à tricoter. Et dans les fils à tricoter, on trouve différents types de fils à tricoter. On a les fils à tricoter issus de l'industrie, ceci, et de la pétrochimie. On a les fils à tricoter issus du végétal, ceci, et on a les laines issues de l'animal, ceci. Alors, je vais commencer par issus de l'industrie. Alors, ceci, ce n'est pas spécialement pour faire de la pub pour un fil quelconque, ceci c'est un fil de coton soufflé sur une base d'acrylique. Alors, le coton est issu du végétal, l'acrylique est issu de l'industrie pétrochimique. Alors, quels sont les avantages de la pétrochimie? Indéniablement, le coût. Ça revient moins cher de traiter quelque chose issu de la pétrochimie et donc issu du pétrole que d'utiliser du coton ou d'utiliser de la fibre animale. Moins cher non seulement au niveau de la production, mais aussi c'est moins instable parce que le coton étant cultivé dans des champs, le lin et ainsi de suite, et le mouton étant issu d'un produit animal, la laine issue de mouton étant issue d'un produit animal, il y a une instabilité au niveau produit disponible sur le marché. La pétrochimie, à partir d'un certain moment, c'est clair que quand il n'y aura plus de pétrole, ça va être impossible de pouvoir utiliser de la pétrochimie, mais à l'heure actuelle, on se sert de ça parce que les produits de base, le produit sur lequel on se base, et quand on a besoin de X litres, eh bien on a X litres. Voilà, alors, ce n'est pas une critique, je le répète, l'acrylique peut servir, donc soit pour faire des fils un peu plus particuliers, ceci par exemple, même si on peut obtenir ceci sur un autre fil. Indéniablement, quand on met un peu de nylon, parce que le nylon est aussi issu de l'industrie pétrochimique, ça renforce un fil de laine et c'est très utile dans le cas des chaussettes. Donc voilà, déjà quand vous regardez une étiquette, par exemple ici, on voit 78%, 22% d'acrylique. Donc vous savez qu'il y a du végétal et de la pétrochimie. Évidemment, l'acrylique, le nylon n'ont absolument pas les mêmes propriétés que la laine animale, c'est-à-dire qu'elle ne risque pas au feu, ça fond, c'est du plastique, ça fond, protège pas du froid, ça protège pas du froid, ça n'isole pas, ça ne retient pas l'eau, et ainsi de suite.
Donc voilà pour la pétrochimie, mais indéniablement c'est moins cher. C'est pratique pour les mamans qui auront des bébés et c'est plus facile à laver parce que ça ne feutre pas. Et comme je l'ai dit, ça renforce des fils tels que le fil de laine dans lequel on met du nylon pour pouvoir s'assurer d'avoir quelque chose qui dure dans le temps. Parce que des chaussettes en laine, c'est un avantage indéniable, mais à partir d'un certain moment au point de frottement, ça s'use. Avec le nylon, ça va moins s'user. Donc voilà pour les produits issus de la pétrochimie. Ensuite, on a les produits issus du milieu végétal. Le milieu végétal, c'est le coton et le lin notamment. Alors, on a le coton, on a le lin, on a la ramie, on a l'ortie, on a le chanvre, et ainsi de suite. Donc on a énormément de produits dont on peut se servir pour produire un fil à tricoter, mais ce n'est pas de la laine, parce que la laine, c'est un produit issu d'un animal. Donc, les cotons, lin et ainsi de suite sont aussi des fils que l'on peut utiliser et qui ont des particularités spécifiques au fait que ce sont des produits végétaux. Ils ne vont pas être traités de la même manière que le fil issu de l'animal. Ils ne vont pas être teints de la même manière, ils ne vont pas être forcément produits de la même manière puisque ce sont des produits végétaux. Alors il faut savoir que, par exemple, le lin ou le coton ont très peu d'élasticité, donc quand on fait un tricot avec du lin, on sait que si on compte sur l'élasticité pour pouvoir donner une certaine nervosité à un pull, par exemple, on ne l'aura pas. On va avoir quelque chose de très fluide. Le lin, le coton et la ramie et ainsi de suite sont des produits qu'on peut utiliser qui sont beaucoup moins chauds, qui vous permettent d'avoir une meilleure isolation, on va dire, quand il fait très chaud. Ça peut être le cas aussi de la laine, mais dans une moindre mesure. Le coton ne va pas être teint de la même manière. On ne saurait pas teindre le coton avec les bases acides dont on se sert pour teindre le fil animal. Que dire d'autre? J'ai ma petite liste là pour me souvenir de tout, parce que je ne me souviens pas de tout. Le coton, le lin, les fibres végétales, ça n'attire pas les mites. Ça, c'est un avantage indéniable. Que dire d'autre? Par contre, ça pourrit plus vite, ça moisit plus vite que la laine. C'est moins résistant au feu, ça va s'abraser plus vite. Quoi d'autre? C'est beaucoup plus résistant, par contre. On va avoir moins d'usure, ça a moins de trous. Le frottement agit moins sur le lin, le coton et autres. Voilà pour les fibres d'origine végétale. Et ensuite, on a ceci, qui est la fibre animale. Alors, je vais parler de la laine, mais dans la fibre animale, on compte aussi la soie. Alors, la soie, c'est absolument pas la même... comment dire, ce sont des fibres protéinées aussi, parce que ce sont des protéines, hein, les protéines animales. La laine de mouton, par exemple, est une protéine animale. La soie est une protéine animale aussi. Le mouton, le thon, l'alpaga ont le thon, la soie, on fait reproduire des vers qui se font un cocon avant de pouvoir muer et devenir, qui font une chrysalide en fait, qui, avant de pouvoir muer et devenir un papillon, font ce cocon qui est la soie, et donc on les tue pour pouvoir obtenir la soie. Avant qu'ils ne commencent à trouer le cocon, on les ébouillante pour pouvoir en tirer le fil. Alors ça, c'est la soie Mulbert. Si ça vous intéresse, il y a un musée à Grignan sur la soie, parce que la région de Lyon était quand même pas mal connue pour le traitement de la soie et aussi du pastel. Pastel, c'est une plante qui permet d'obtenir un bleu qui était très utilisé avant qu'on découvre l'Inde et l'indigo. Donc la soie, on va avoir ce cocon dont on va retirer le ver qui est mort et on va tirer un fil parce que ce ver fait un fil de milliers de kilomètres. Voilà pour la soie. Alors la soie n'a pas l'élasticité de la laine.
elle a plus ou moins les mêmes qualités que la fibre végétale, ça va être très fluide, ça va être quelque chose qui aura relativement peu de nervosité, donc qui n'a pas tendance à revenir sur sa place. Par contre, c'est une protéine animale. Donc voilà pour la soie. Alors, je ne vais pas m'étendre vraiment beaucoup sur toutes les fibres, parce que sinon mon podcast va durer beaucoup plus que ce que je n'avais prévu. Et ensuite, donc maintenant, on en arrive à la laine. La laine, comme je vous ai dit, ceci. La laine, elle n'est pas que de moutons. Il faut savoir qu'il y a plus de 1500 ou 1600 races de moutons. Donc, en fonction du mouton, on va avoir, comme chez les humains, hein, on a des cheveux longs et des cheveux courts. Eh bien, il y a des poils longs et des poils courts. Il y a des poils très fins et des poils moins fins. Donc, on a le mouton, on a l'alpaga, qui a une fibre particulière. On a le yak. On a le bœuf musqué qui donne le kiviut, on a la chèvre angora qui va donner le mohair, on va avoir le lapin angora qui va donner l'angora, et puis ainsi de suite, il y a la vigogne, le lama, et tout ce qu'on peut imaginer. Donc, toute bête à poil peut produire un fil. Alors, l'humain est une bête à poil, mais le cheveu humain est tellement gros que c'est impossible de pouvoir le filer. D'ailleurs, si vous tricotez et que vous avez un fil coincé dans votre tricot, vous le sentez. Alors, je vais vous montrer. Moi, j'ai un livre ressources, qui est celui-ci. Et je vous montre à quoi ressemble un poil de mouton et un poil d'alpaga. Donc, c'est un fil qui est plus ou moins gros, en fonction de la race de mouton ou la race d'alpaga, fait de plein de petites écailles. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion, c'est ce qu'on fait quand on est enfant, en général, si on a un petit microscope à la maison, on prend son cheveu et on regarde. Et on a plein de petites écailles. Et certains poils ont de grosses écailles et sont épaisses, et d'autres sont de fils très fins avec plein de petites écailles. Et c'est ça qui fait la différence entre de douceur, entre guillemets, sur le fil de laine. Ça se mesure en microns. Donc, on peut avoir un fil qui est, pour le mouton, de 17, 18 microns à 40 microns. Plus le micronage est élevé, plus le fil sera dur. Alors, tout est une question de perception et tout est une question d'usage, parce que c'est pas parce qu'un fil est dur qu'il n'a pas son usage dans l'industrie du vêtement ou autre, parce que la laine, elle ne sert pas qu'à faire du vêtement, elle sert aussi à faire de l'isolation, elle sert à faire des édredons, elle sert à faire des carpettes, elle sert à faire des vêtements extérieurs. Alors, la laine, elle a des propriétés. Elle est résistante au feu, elle est résistante à l'eau. D'ailleurs, quand on a un fil, par exemple, en laine islandaise, qui est un poil assez particulier, parce que le mouton a été isolé sur l'île, et donc, il a évolué différemment que les moutons qu'on a dans l'industrie australienne, par exemple. Et donc, il a une double couche, si vous voulez, de duvet et un fil plus épais. Et quand on est sous la pluie, bon, pas une pluie battante, on est bien d'accord, il a tendance à être hydrophobe. Donc, vous ne serez moins mouillé que si vous avez porté du lin, par exemple. Il a une véritable efficacité au niveau de l'isolement, c'est-à-dire que quand vous portez de la laine, que ce soit issu d'alpaga ou autre, vous avez une couche qui se fait entre votre peau et la laine, une couche isolante chaude. Donc, c'est plus efficace qu'un polaire qui est issu de l'industrie plastique, par exemple. Quoi d'autre? Je réfléchis, je pense que j'ai tout dit. Oui, c'est élastique, comme je l'ai déjà dit, ça a une moindre résistance que le coton, mais ça se répare relativement facilement. Donc voilà pour la laine. Donc quand vous allez dans un supermarché et qu'on vous vend de la laine et qu'en fait c'est de l'acrylique, ce n'est pas de la laine. C'est du fil à tricoter ou à crocheter ou à tout ce que vous voulez, mais ce n'est pas de la laine. Il y a un mésusage du mot pour pouvoir vous vendre quelque chose qui n'est pas ce qu'il est. Alors je parlerai dans un autre podcast, sinon ça va être vraiment trop long, des appellations européennes et des exigences européennes sur ce que c'est que laine vierge et ainsi de suite. Bon, il faut savoir que, voilà, on ne peut pas vous vendre de la laine pour ce qu'elle n'est pas. Si vous achetez quelque chose, vous l'achetez en conscience, en sachant que la laine, ça va être
ça va avoir telle particularité, le coton va avoir telle particularité et l'acrylique va avoir telle particularité. Alors, comment est-ce qu'on traite la laine? Alors, la laine, elle est issue d'animaux, comme je vous dis. À part des cas particuliers comme le bœuf musqué, on récolte le poil qu'il perd, parce que le bœuf musqué ne se domestique pas, et donc on récolte le long des arbres. Donc c'est pour ça que le kiwiut est si cher. C'est parce que ce n'est pas une production, c'est issu du milieu sauvage, donc c'est pas, ou alors ce sont des animaux qui sont en liberté, mais on ne les tombe pas. Vous avez déjà vu la taille d'un bœuf musqué, allez-y, pour qu'un tondeur tonde un bœuf musqué. La vigogne, par exemple, est très chère parce qu'il y a relativement peu de poils exploitables sur cet animal. Idem pour les chèvres qui servent à faire de l'Orenbourg. Elles sont vraiment dans une... Les Orenbourg, c'est quoi? C'est un châle. Ce sont les châles russes tricotés en Sibérie, mais ce sont des chèvres qui sont élevés dans un milieu particulier où il fait très froid et on prend essentiellement les poils de torse. Et donc, forcément, ça en fait une fibre très chère. Donc, revenons-en à nos moutons, c'est le cas de le dire. Je vais parler du mouton. Le mouton est élevé pour la laine, ou pour la laine et la viande, ou pour la laine et le lait. Actuellement, il y a des initiatives qui font que les éleveurs ovins, notamment dans la province de Luxembourg en Belgique, il y a pas mal d'éleveurs ovins qui font pour la viande et pour le lait, avant vendaient leur toison à perte ou vendaient leur toison à la Chine, qui traitait la laine d'une certaine manière pour la renvoyer dans le secteur les filatures ici. Et donc, on ne savait pas comment elle avait été lavée, comment elle avait été traitée, et puis ça revenait ici, et ils achetaient ça à des prix dérisoires, comme 50 cents du kilo. Donc, il y a une initiative qui a été lancée en Europe, qui est la filière laine. Il y en a une en France aussi, et pas en Europe, mais en Belgique particulièrement. Moi, je peux parler de la Belgique, qui veut acheter les toisons de laine, des toisons de moutons, à prix décent aux éleveurs, pour pouvoir relancer le marché de la laine. Parce qu'avant, il y avait un cours de la laine, et en fonction des moutons présents, il y avait le mérinos, c'était pas nécessairement le plus cher. Donc voilà, et pour le moment, on achète plus ou moins à 3 € du kilo la toison. Alors ça paraît pas beaucoup, hein, mais quand je vais vous expliquer un peu, vous vous rendrez compte qu'en fait, sur un mouton, en fonction de la race du mouton, on n'a pas nécessairement énormément de poils exploitables. Donc comment est-ce que ça se passe? Il y a une saison de tonte. Le mouton va être tondu. Le tondeur commence à enlever la laine qui se trouve au niveau du front, et puis il tond. Il essaie de garder la toison intacte. Quand vous, en tant que trieur, vous jetez la toison sur une table de tri et vous enlevez les parties les plus sales, donc en général tout ce qui est au niveau de l'arrière-train, les parties les plus dures, ce qui est flanc, ce qui est patte, et ce qui se trouve au niveau du cou. Donc on va garder essentiellement surtout beaucoup de la toison du dos et légèrement et encore les flancs. Ça dépend vraiment d'un animal à l'autre parce que ça va dépendre de l'âge du mouton, si c'est un agneau, si ce n'est pas un agneau, si c'est un bélier, si c'est une femelle, si c'est une femelle allaitante. Voilà. Donc voilà ce qu'on fait. Après ça, on met en ballot, on tasse et on envoie pour laver. Alors laver, pourquoi? Parce que la toison de mouton, contrairement à l'alpaga par exemple, contient du soin. Le soin, c'est quoi? C'est un mélange de graisse, d'huile et de produits minéraux, d'éléments minéraux. Donc, quand vous triez de la toison et que vous faites ça toute une journée, purez le mouton, mais par contre vos mains sont toutes douces parce que la toison de mouton contient de la lanoline. Lanoline qui est vraiment quelque chose qui hydrate. D'ailleurs, on s'en sert pour les mamans allaitantes, c'est de la lanoline traitée et stérilisée et ainsi de suite pour pouvoir soigner les crevasses et ça fonctionne très bien. Donc, une fois qu'on a lavé la toison de mouton, on a quelque chose qui ressemble à ceci. Voilà. Donc, elle est beaucoup plus sèche, elle est plus aussi douce. Voilà. Ça, c'est du Corriedale, c'est une race de mouton anglais. Donc, on a quelque chose qui ressemble à ceci. C'est lavé dans une industrie qui fait ça. En Belgique, c'est Verviers. C'est une des dernières qui reste, qui traite les grosses quantités de laine. Donc on fait ça à Verviers, parce que la région de Verviers était une région très textile. Et ensuite, on envoie pour traiter, pour pouvoir préparer au filage. Alors, il y a deux façons de faire. Soit on carde, soit on peigne. Alors, dans le cas de l'industrie, on carde
où on carde et on peigne. Mais dans le cas des fileuses, on carde ou on peigne. Alors, on carde, dans le cas des fileuses, ou on peigne. Alors, c'est quoi la différence? Quand on carde, c'est comme une brosse à chien. On va donner de l'air au fil, mais on va désorganiser le fil. Quand on peigne, on ne donne pas de l'air, on aligne toutes les fibres dans le même sens. Donc, on va avoir une différence de fil qui va être ça pour un fil cardé et ça pour un fil peigné. Alors, bien avant ceci, on arrive à ceci. Donc, ceci, ce sont des fils cardés pour fileuses. Donc, on a ceci. Vous voyez, alors, il n'y a pas que du mouton ici. Il y a un peu de tout. Il y a donc du mouton, Blue Face Leicester, du Wensleydale, de la soie, du mohair, du lin, du bébé chameau, des fleurs de bananier et de l'angelina. L'angelina, c'est un fil qui donne un peu de brillance, qui est, qui est produit par l'industrie pétrochimique. Mais bon, voilà, le principe est là. Vous avez quelque chose de très désorganisé. Vous voyez, c'est très désorganisé. Le fil peigné, lui, avant d'être filé, va être comme ceci. Alors c'est un, mais vous voyez, tout est dans le même sens. Donc quand on tire, on obtient quelque chose de très organisé. Regardez. Alors, il y a une petite irrégularité ici, parce que ce fil ici n'est pas que du mouton, il y a de la soie dedans. Mais vous voyez la différence entre ceci qui est un fil peigné et ceci qui est un fil cardé. Donc, une fois qu'on a cardé ou peigné, ou cardé et peigné dans l'industrie, on envoie à la filature. Et la filature va vous faire à partir d'un cardé, un fil cardé, à partir d'un fil peigné, un fil peigné. Donc à partir d'un top, en anglais on appelle ça top roving pour les top roving ou tresse pour les fils peignés. Et en anglais, je ne me souviens plus du nom pour le fil cardé, mais ça s'appelle une nappe en français. Donc on a des nappes de fil cardé. Donc on va obtenir un fil. Alors ici, ce sont deux fils de Brooklyn Tweed qui sont issus, dans le bon sens ce serait mieux, qui sont issus de moutons différents. Ceci c'est du mérinos et ceci c'est, je ne sais plus quoi. Je ne sais plus. Ah oui, Targhee Columbia Wool. Donc ça c'est du mérinos et ça c'est du Targhee. Donc le résultat n'est pas le même puisque le fil de base, le poil n'est pas le même, mais on voit quand même fortement la différence entre le fil cardé et le fil peigné. Donc le fil cardé, on va garder cette désorganisation, mais en filant, comme le fil est dans tous les sens, vous allez avoir quelque chose qui emprisonne de l'air, donc vous allez avoir un fil léger. C'est pour ça qu'en général, quand on tord, pour 100 grammes, donc quand vous avez acheté un fil de 100 grammes de fil cardé, vous allez avoir un peu plus de longueur que lorsque vous avez un fil peigné, forcément, puisque quand vous filez le fil cardé, il emprisonne de l'air, et forcément l'air ne pèse rien, donc vous allez avoir plus de longueur dans le cas du fil cardé que dans le cas du fil peigné. Le fil cardé, il a des avantages, et il a des désavantages. Le fil peigné, il a des avantages, et il a des désavantages. Alors, c'est quoi le fil cardé? Quels sont les avantages du fil cardé? C'est que le fil est gonflant, donc au niveau isolation, c'est plus efficace qu'un fil peigné. Ça va être un fil, par contre, qui casse très facilement. C'est un fil qui feutre encore plus facilement, parce que ce que j'ai oublié de dire, c'est que par rapport au coton, ben, la laine, ça feutre. Surtout, d'autant plus, quand il y a énormément de petites écailles, il y a des laines qui feutrent très très bien et d'autres qui feutrent beaucoup plus difficilement. Le Lincoln va feutrer plus difficilement que le mérinos ou la laine islandaise par exemple. Donc j'en reviens à mes moutons. Le fil cardé va être très chouette au niveau de l'isolation et ça va donner un fil un peu plus désorganisé. Donc c'est très très chouette pour tout ce qui est jacquard. Vous aurez un résultat beaucoup plus fondu avec un fil cardé qu'avec un fil peigné. Alors le fil peigné, lui, il a l'avantage, c'est que
par rapport au fil cardé que l'on peut retordre, mais on ne va pas retordre 8 fois par exemple. Donc, est-ce que si vous avez eu l'occasion d'aller à Guédelon, où on refait un château selon l'ère médiévale avec les techniques de l'époque, ils font leurs cordes sur place, et plus vous avez de brins, plus vous retordez des brins ensemble, plus la corde va être solide. C'est le même principe pour le fil. Plus vous avez de brins, plus le fil va être solide et nerveux. Dans le cas du fil cardé, on va rarement avoir 8 brins. Pourquoi? Parce que si on retord 8 brins d'un fil cardé, on va perdre cet avantage d'avoir un fil gonflant qui isole très bien. Donc on va avoir 2, quelquefois 3 brins, peut-être plus, mais moi j'en ai jamais vu. Et donc ça fragilise, parce que moins il y a de torsion, plus le fil est fragile. Donc plus on le casse facilement. Le cas du fil peigné, c'est que plus on a de brins, plus on va avoir un fil solide, plus on va avoir un fil nerveux, plus on va avoir un fil qui revient, lorsque vous l'avez lavé, qui revient à sa place. Donc un fil très retordu avec pas mal de brins, c'est très intéressant pour faire un pull homme par exemple, parce que quand vous avez un fil cardé, si vous ne le lavez pas correctement, vous risquez d'avoir quelque chose de plus souple. Avec un fil nerveux, vous allez avoir quelque chose qui va être très... qui va tendance à revenir à sa place. On va avoir quelque chose qui est très bien pour tout ce qui est texture, parce que ça va, comme le fil est très net, vous allez avoir un résultat comme ceci, hein, ici en dessous, avec le fil peigné, que vous aurez moins avec un fil cardé. Donc voilà en gros pour le fil cardé et le fil peigné ce qu'il en est. Donc après ça, donc une fois que c'est passé au filage, vous demandez 1 brin, 2 brins, 3 brins, 4 brins. Alors ça, en anglais ça s'appelle ply. Donc si vous avez one ply, ça veut dire que c'est un fil solitaire. Donc tous les fils single, célibataires que l'on vend sur le marché, qui prennent vachement mieux la teinture, vous avez quelque chose d'un peu plus irrégulier, de beaucoup plus dense, ce sont des fils qui sont filés une fois et qui ne sont pas retordus. Quand vous avez du 2 ply, du 3 ply, du 4 ply, ça va être 2 brins retordis ensemble, 3 brins retordis ensemble, 4 brins retordis ensemble. Alors quelquefois on fait 2 brins puis on retord 2 brins, mais ça ce sont des filages particuliers. On a les filages câblés et ainsi de suite, mais je ne vais pas vous parler de ça. Donc voilà ce qu'il en est au niveau du fil. Donc une fois qu'on en est à la filature, on est là. Et puis après la filature, on teint. Alors on peut teindre sur toison, donc bien avant tout ce que je vous ai dit. Donc au moment où on teint, au moment où on lave la toison, on peut introduire la phase de teinture sur toison, et puis lancer le processus de peignage, écartage ou peignage ou cardage, ou alors on peut teindre sur écheveau, sur fil. Donc on en arrive après la production, et on arrive sur écheveau. Les teinturières indépendantes, elles teignent sur écheveau ou sur blanc. C'est quoi un blanc? C'est un fil qu'on a tricoté à la machine et on teint, et puis on le défait, et on en arrive à avoir des motifs sur le fil. Voilà, je pense que j'ai tout dit, il me semble. Je pense que je n'ai pas oublié. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc je vais vous mettre là, ici en dessous, les références du livre que j'utilise, mais qui est un livre vraiment spécifique en fait, où on montre les races de moutons et on montre leur réaction au filage, leur réaction au peignage, au cardage, leur épaisseur et ainsi de suite. Donc c'est un livre vraiment technique. Je vais vous montrer aussi ceci, le fil dont je vous ai parlé avec un cœur d'acrylique et un cœur de coton, avec un coton soufflé, c'est de la Stonewatch de Scapius. Les fils que je vous ai montrés en coton, c'est de la Catona de Scapius. Donc c'est un fil de coton mercerisé. Donc, vous voyez, il y a plusieurs brins, et ça fait quelque chose de très lourd. Ceci, c'est du pur lin de la droguerie. Vous voyez, un peu. Comme on a plein de brins, quand il se défait, ce que ça donne. Ça donne un fil assez sec, le lin, mais c'est très agréable à porter. Et puis, les deux autres que je vous ai montrés, c'est de la Loft, de chez Brooklyn Tweed, et c'est de la Perry, de chez Brooklyn Tweed. Donc, ceci, c'est du cardé. Ceci, c'est du peigné. Voilà, j'espère que ça vous a été utile. Je suis à 30 minutes, je pensais faire 10 minutes, mais c'est raté. Je pense faire d'autres vidéos. Si vous avez envie de me demander quelque chose, n'hésitez pas à poster ici en dessous. Là, juste là en dessous. Si ça vous paraît confus,
brouillon, n'hésitez pas aussi à me le dire, parce que c'est la première que je fais, et moi, si dans ma tête c'est très clair, il faut que j'organise mes idées et que je vous donne de l'information sans donner trop d'informations, parce que sinon je vais vous noyer. Et je pense faire d'autres vidéos sur le sujet, je continuerai à faire des tutoriels, je continuerai à faire des podcasts. Voilà, à bientôt!